Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jace Coding consacré à développement du site web jacegaming.fr, mais pour l'instant on développe pas beaucoup, on présente surtout les technologies. Alors oui, je tenais à préciser quand même que si je prenais le temps comme ça fait quand même, c'est la 5e vidéo déjà que je fais là, pour bien tout présenter comme ça, c'est parce que j'ai vraiment envie de vous emmener dans cette aventure sans vous perdre dès le début, vous voyez. C'est pour ça que c'est important, que je veux vraiment faire le tour. Après, on plongera vraiment dans le développement et vous verrez que bon, j'aurais pas non plus énormément préparé les choses. On va vraiment travailler dessus ensemble, entre guillemets, quoi. Hein. Enfin, c'est surtout moi qui vais bosser, mais ce sera, on va dire, ensemble. Donc, du coup, c'est vraiment pour ça que je tiens vraiment à expliquer. Comme ça, si vous faites la même chose que moi de l'autre côté, juste pour vous amuser, ou pour un projet que vous avez de votre côté, ça me gêne pas. C'est que vous ne soyez pas perdu trop vite ni rien, et même que pour les gens qui ne sont pas du tout des développeurs informatiques ne soient pas quand même complètement lâchés, même si, comme je disais dans un épisode précédent, je ne peux pas tout expliquer en détail parce que ça serait beaucoup trop long, et c'est un véritable travail en tant que tel, et je pense que les ressources sur internet pour ça sont déjà suffisamment bien faites pour que moi-même j'ai besoin de le refaire. Donc si vous êtes vraiment perdu, je vous invite à aller faire un tour sur des sites de développement informatique pour débutants, d'apprendre les bases et de revenir une fois que vous serez capable de comprendre vraiment de quoi je parle quand j'en parle. Donc on va regarder un petit peu comment fonctionne notre serveur. Donc si je vous fais un petit récapitulatif, notre serveur fonctionne avec Node.js et avec Express. D'accord ? Donc quand on revient sur notre package.json, on avait vu que notre fichier principal de lancement c'était server/app.js. Donc si on va regarder app.js, on retrouve la définition de notre serveur ici. Donc en gros ce qu'on fait, c'est que dans un premier temps on définit une variable d'environnement, et que si cette variable d'environnement n'est pas définie, c'est-à-dire node-env, on décide qu'on est en environnement de développement. Ça, c'est ici que ça vient impacter, c'est-à-dire que vous avez la configuration de l'environnement, l'index définit toutes les configurations de base, et ensuite par environnement vous avez une configuration différente. En l'occurrence ici, ça ne définit qu'une base de données différente en fait. Vous voyez, en production, vous avez des trucs différents, en environnement de test, vous avez des trucs différents. Voilà, donc ça c'est pratique, c'est une très bonne pratique de faire comme ça. Ensuite, on récupère la librairie Express. Donc en fait, avec Node.js, lorsque vous installez des librairies avec npm install, elles vont s'installer dans Node Module. Et à ce moment-là, tout ce qui est dans Node Module, vous pouvez l'utiliser en faisant require. Vous voyez ? Et ensuite, tout ce qui est dans votre projet, vous pouvez faire require, mais avec des chemins relatifs. C'est-à-dire que là, par exemple, on dit require /config/environnement. Donc c'est ce que je vous montrais. On est ici, /config/environnement, et vu qu'on précise rien à la fin, ça va charger index.js automatiquement. Et index.js, lui, à la fin vient dire fais-moi un merge de ici, all, c'est-à-dire ce que vous avez là, cette variable, et fais-moi un require de /, l'environnement en cours. Et on a vu que dans le app.js, ça avait été défini sur développement par défaut, donc c'est ce fichier-là qui va être fusionner avec ces valeurs-là. D'accord ? Donc, comme vous pouvez le voir ici, mongo.url, c'est cette URL-là qui viendrait remplacer mongo. Il n'y a pas d'URL ici, du coup, il y aurait un URL. Voilà, donc ça, c'est comment on charge notre config par rapport à notre environnement. Ensuite, du coup, on récupère Mongoose, qui est, comme j'ai expliqué, un système pour faire du modèle. On récupère notre environnement. Ensuite, on dit à Mongoose, connecte-toi à la base de données. Donc, si vous n'avez pas votre base de données lancée, ça va planter à ce moment-là. S'il y a une erreur sur la connexion, t'affiches une console et tu fais sortir le processus. Ensuite, si dans la configuration on lui a dit de faire seeddb, alors tu vas require ça, seed. En fait, ce que seed fait, c'est qu'il crée quelques things. Les things, c'est des choses, c'est qu'elle veut dire, c'est des choses. C'est API /thing /modèle. Ça, c'est un modèle d'objets qui sont stockés en base de données, qui sont là. On les supprimera, ils ne nous servent à rien. Et cela crée les deux utilisateurs par défaut que vous avez dû voir dans l'épisode précédent. Donc vous avez l'utilisateur test, dont le mot de passe est test, et vous avez l'utilisateur admin, dont le mot de passe est admin, et le rôle est admin. Vous voyez ? Et du coup, ce qui fait qu'en environnement de développement, parce que là, c'est uniquement ifconfig.seeddb qui est dans développement.js, seeddb vrai, alors que dans les autres, il n'y a pas de seeddb. Du coup, quand vous êtes en environnement de développement, à chaque fois que votre serveur se redémarre, la base de données est supprimée et elle est reconstruite avec les données qu'il y a dans site.js.
Donc si vous voulez insérer d'autres données, c'est ici qu'il faut le faire. Voilà. En mode de développement, bien entendu. En mode production, excusez-moi. En mode production, ces trucs-là n'existeraient pas, quoi. Ensuite, on met en place ce serveur. Donc on récupère Express, on instancie Express si vous voulez. On récupère le module HTTP et on lui dit de créer un serveur en utilisant Express. On configure socket.io. Donc pareil, on va aller chercher socket.io. Socket.io, voilà. Et on lui dit, bon bah tu te branches avec ce serveur. Et tu lui dis, voilà, serve client différent de production. Et paf, socket.io-client. Donc ça, en gros, ça lui dit de se configurer. Faudra qu'on regarde en détail comment fonctionne Socket. Mais en tout cas, ensuite, il configure Socket.io grâce au fichier Socket.io qui est ici. Et il faudra qu'on regarde en détail ce que fait Socket.io, mais ça, on y viendra le jour où on aura besoin. Ensuite, pareil, on configure Express. Donc la configuration d'Express, c'est ici. C'est assez important. En gros, ce que ça dit, c'est que, vous voyez, ça, c'est la fonction, en gros, qui est appelée, si vous voulez. Donc vous avez, on require Express. Et si vous mettez après, entre parenthèses, l'app, comme ça, vous la passez en paramètre, en gros, ce qui se passe, c'est quand vous faites un module.export, ça vous expose cette fonction et vous passez app en paramètre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc le module.export, ici, on récupère l'environnement. On lui dit, tes vues, tu vas me les chercher dans server/views. Donc les vues telles que sont disponibles pour le serveur sont ici. Vous voyez? Donc là, on a juste une erreur 404, que apparemment, il y a eu une erreur qui s'est produite. S'il y a une erreur qui s'est produite, c'est ça qui est affiché. Pour l'instant, c'est la seule vue de configurer. Mais après, sinon, les vraies vues de notre API, c'est dans client que c'est géré. Et ça, on verra juste après comment. Ensuite, le moteur, c'est HTML. C'est ici. Ici, il y aurait eu JAD. Si on avait utilisé JAD. Non, pardon. Non, j'ai rien dit. C'est ici. View Engine, il y aurait eu JAD ici. En fait, en gros, on aurait eu dans nos views des fichiers JAD, donc pas des fichiers .jad et pas .html qui auraient été en langage JAD. Et du coup, bah, ce truc-là les aurait parsés et les aurait transformés en HTML automatiquement. Après, bon, on lui dit d'utiliser de la compression, on lui dit de faire des choses, de JSON, de bidule, bon ça c'est pas très... Voilà, le cookie parser, pour pouvoir parser les cookies. Ça c'est plus important, c'est système d'authentification, passeport. On dit à passeport en gros, démarre-toi. Ensuite, si on est en environnement de production, on met en place notre favicon, puis en gros voilà, ici, bon, vous voyez, comme vous avez pu le voir, ici c'est la même chose. Vous avez, non. Alors ici il met public, ici il met client. Donc ça va plus nous intéresser en développement. J'imagine que les trucs de production, c'est parce que le fichier dist qui est généré contient un dossier public et pas un dossier client. Donc ça doit être par rapport au fait que la compilation, ça se passe différemment. Donc on verra au moment où on compilera pour ces choses-là. Mais en gros, ça dit à Express, tu as une route statique, c'est le dossier temporaire, parce que dans ce dossier temporaire, c'est là qu'est généré pas mal de composants et ce genre de choses. Et vous avez la partie cliente. Et en gros, ça dit au système, ben écoutez, tout ce qu'il y a là-dedans, il faut pouvoir y accéder de façon statique en fait. Je vais pas l'expliquer plus en détail que ça. Morgan, c'est un système de log qui est assez bien foutu, il paraît, et il y a un système de hero handler. Apparemment, c'est obligatoire, je ne sais pas pourquoi. Bon, en gros, on configure notre serveur Express ici. Ensuite, on récupère les routes. Donc là, en fait, c'est là que je vais vous expliquer vite fait. C'est qu'en fait, Express est capable de servir au client un site internet, une page web, mais à côté de ça, il expose des services, ce qu'on appelle une API. Et votre application web dialogue avec cette API et n'échange que des données. Il ne s'échange pas des images, enfin il pourrait s'échanger des images, mais il s'échange principalement des données. Et ces données sont configurées dans route en fait. Donc si vous regardez dans route, on retrouve ici, on peut récupérer le système d'erreur, on a dans component error. Voilà, en gros ça dit juste comment il doit gérer l'erreur 404. Le path, je sais pas trop, est-ce que c'est, je le vois, si voilà, c'est utilisé par ici, donc ça je vous expliquerai qu'on y arrivera. Et en gros ça dit à l'application, donc on retrouve la même app, c'est Express, ça dit Express, /API/things, c'est-à-dire que quand on va taper dans l'URL monsiteweb.fr/API/things, ça lui dit, ah bah tiens, tu dois aller dans le dossier API/things qui est là, API thing, et ça va charger l'index. Vous voyez ? Et en gros ici, vous allez avoir toutes vos routes qui vont être configurées, qui vont correspondre chacune à un dossier dans l'API, thing user. Donc là on voit qu'on a API/user. Nous si on veut faire une API par exemple YouTube ou Twitch ou configuration, on rajoutera des choses ici. Mais comme on le verra après,
L'avantage, c'est qu'avec le générateur Angular Full Stack, on peut lui dire de générer toutes ces choses-là automatiquement, donc c'est super pratique. Et après, surtout, c'est authentification. Je vais dire, hop, et ben, Hot, c'est dans un autre dossier, ça par contre que c'est mis parce que c'est un peu à part. Et du coup, bon ben, dans Hot, c'est ici qui est configuré passeport. Et vous avez le service d'authentification, ça en gros ça vous expose des méthodes pour pouvoir déterminer si un utilisateur est authentifié ou pas. Et vous avez dans la configuration Non, c'est pas dans la config, c'est où? Il me semblait que c'était là. Je dirais pas. Ah oui, bon, je suis bête, c'est là. Donc si vous revenez à l'index ici, dans la config locale, en fait le Google, ça lui dit utilise le système d'authentification de Google. Et ici, c'est utilise un système d'authentification local, purement local, pour stocker les trucs en local. Donc en gros, ici, ça lui dit, bon bah, si jamais tu postes sur slash, c'est-à-dire que si tu postes sur slash hot, parce qu'on est dans hot ici, donc router.post de slash, vu que ici, on avait fait app.us de slash hot, quand on vient dire, c'est ouf. Quand on vient dire slash ici, en fait, c'est slash hot slash. Vous voyez? C'est important. Require.slash hot. En gros, on lui dit router express.router, router.post ici, donc dans slash hot. Alors tu exécutes cette fonction-là et tu dis à Passport d'authentifier en local l'utilisateur. Si jamais il y a eu une erreur, tu renvoies une erreur. Si l'utilisateur n'a pas été trouvé, parce qu'en fait, je ne sais pour quelle raison, hop, il faut réessayer. Et tu récupères le token, ce genre de choses, et ça renvoie le token au client. Donc ça, c'est l'authentification. Mais voilà, comment est-ce que se fait cette authentification? Ben, cette authentification, elle est configurée dans passport.js, qu'on retrouve ici. Et ici, on dit à Passport d'utiliser la stratégie Local Strategy, de récupérer les champs email et password lorsque tu reçois une requête post sur l'endroit où tu es configuré, à l'endroit où on t'appelle pour ton authenticate en fait. Si tu reçois, en gros, s'il n'y a pas ces paramètres-là, tu rebalances une erreur, en gros. Et en gros, ici, bah, ce qui se passe, c'est que la fonction qui est exécutée quand on arrive, quand cette stratégie est exécutée, se déclenche, eh bien, en gros, il va chercher le modèle user. Ça, en gros, c'est ce qui permet d'aller taper en base de données. Ça lui dit, va chercher en base de données un utilisateur dont l'email correspond à l'email, mais en lowercase, c'est-à-dire sans majuscule, en base de données. S'il y a eu une erreur pour se connecter à la base de données, alors ça renvoie une erreur. S'il n'a pas trouvé d'utilisateur en base de données, alors il renvoie, alors ça en fait ça correspond à une erreur, parce qu'il y a le false ici, et ça met comme message, ah, cet email n'existe pas, parce que l'utilisateur n'a pas été trouvé. Si par contre le utilisateur.authenticate de password, donc ça il faut aller regarder, user.authenticate, donc user model. Ici, c'est le modèle qui est défini, donc l'user, il a quoi? Son schéma, c'est ça, c'est-à-dire qu'il a un nom, c'est une chaîne, il a un email qui est forcément en lowercase, il a un rôle qui est par défaut utilisateur, mais qui peut être admin aussi en fait, son mot de passe, puis quelques autres informations, et puis il a aussi Google et GitHub, je sais pas trop pourquoi ils ont mis GitHub. Ensuite, on vient de dire que le mot de passe, c'est un champ virtuel qui n'est pas stocké en base de données, et lorsqu'on le set, en gros, ben en fait, on fait un salt, c'est-à-dire qu'on vient encrypter le mot de passe de l'utilisateur pour ne pas le stocker en clair en base de données. Le profil aussi, c'est virtuel, c'est-à-dire qu'on renvoie juste name et role, et en gros, ça va renvoyer une nouvelle valeur qui est virtuelle en fait. Vous avez le token du truc. Des informations qui ne sont pas sensibles que l'on peut mettre dans le token apparemment. Et ensuite vous avez une partie validation qui permet de dire bon bah l'email, bah tu me le valides et en gros ça va vérifier que c'est bel et bien un email. Vous voyez? Ça, le hashed password, ça va voilà, et comme ça permet de valider que ce que vous mettez en base de données est propre et que ce soit pas propre. Et vous pouvez exposer des méthodes, et vous avez notamment la méthode authenticate dont on était en train de parler ici, qui vient dire bah si la valeur qu'on passe en paramètre encrypté est égale au mot de passe stocké en base de données, vu que là il a été encrypté aussi un petit peu plus haut, alors ça renvoie vrai. Par contre si ça renvoie faux, c'est-à-dire que ces deux valeurs sont différentes, alors je rentre ici et je dis ah il y a eu une erreur, le mot de passe n'est pas bon. Et sinon, donc si j'arrive ici c'est que tout le reste s'est bien passé, c'est que tout va bien, et donc je renvoie, oui l'utilisateur c'est lui qui est authentifié, il n'y a aucun problème. Vous voyez, et vous avez des fonctions d'encrypt et de make salt, bon bref. Et ce qui se passe c'est que Passport, je vous conseille d'aller voir le site, il est assez bien foutu d'ailleurs.
Est-ce que ça va m'envoyer direct sur le bon truc? J'espère bien. Non, bien sûr que non. Passport.js. Voilà. Regardez la doc. Vous avez l'overview en gros qui dit voilà, authentifie-moi en local. Et donc ça c'est ce qu'on vient de voir, l'authentification. Vous pouvez faire des redirections s'il y a eu un succès ou une erreur. Donc ça, vu que nous on est en AngularJS, ça on n'en aurait pas besoin. On aurait juste à renvoyer une erreur par rapport au service et c'est Angular qui déciderait de rediriger de son côté. Mais ça c'est quand vous faites des serveurs un petit peu plus standards on va dire. Pareil, ça peut flasher des messages, je sais pas trop à quoi ça correspond. Alors ce qui se passe c'est que Passport en fait enregistre en base de données la session qui a été démarrée de l'utilisateur lorsqu'il s'est authentifié. Ce qui fait que, en fait, il stocke dans le navigateur du client un token. Ce token, lorsqu'il est passé dans toutes les requêtes, et si vous vous rappelez, côté client, à un moment donné, on avait vu le champ request.headers.authorization avec le bearer qui était mis en token, bah, c'est ce token qui est récupéré par Passport. Il va vérifier en base de données que le token est toujours valide. S'il est toujours valide, bah, le mec est considéré comme authentifié et est reconnu. Et s'il n'est plus valide, eh bien, il renvoie avec une erreur d'authentification. Donc voilà, ça c'est comment fonctionne le système d'authentification de base dans le système. Et ensuite ça dit tout simplement tout ce qui n'a pas été défini, ça renvoie à une erreur 404. Et enfin, toutes les autres routes, donc /étoile, vont être redirigées vers l'index.html. C'est-à-dire que quand je vais faire mon premier appel sur /, ben en gros je vais arriver là-dedans. Et ça va me renvoyer ce fichier-là. Donc en gros, ça va initialiser mon application web. Simplement. Voilà. Et ce que je voulais vous montrer, notamment par rapport à ça, c'est que si vous regardez dans l'index ici, qui définit nos routes, donc on retrouve les routes par rapport à l'utilisateur, on a une route, c'est en méthode get, parce que oui, les routes sont définies par type de méthode. Si vous envoyez un post ou un get sur la même route, il se passera pas la même chose. Et ça, en fait, c'est entièrement lié au service AngularJS qui s'appelle $ressources et qui vous permet de configurer des ressources côté serveur qu'on appelle des ressources CRUD, CRUD, c'est Create, Read, Update, Delete. Et en fait, le get, c'est un read, c'est une lecture, un get, c'est une lecture, un delete, c'est pour supprimer l'objet, un put, c'est pour le mettre à jour, et un post, c'est pour le créer, je pense. Vous voyez? Donc en fait, selon juste ces méthodes-là, on est capable de gérer les états d'un objet. Et en fait, AngularJS, du coup, est capable de se brancher automatiquement à des services qui sont bien foutus côté serveur. Ce qui diminue encore plus le code que vous avez à faire. Là, en l'occurrence, c'est pas exactement comme ça que ça marche. C'est plus sur Thing qu'on le retrouvera. Vous voyez, donc sur get de /, on arriverait, ça ferait l'index de tous les things qu'il y a en base de données. Si on faisait un get avec l'id en paramètre, bah, ça ne montrerait, ça ferait un show sur un objet en tant que tel. Ça, tout ça, c'est défini dans thing.controller. On a l'index, ça renvoie tous les things du serveur. Thing.le show, ça en renvoie un seul, parce que ça va le chercher par ID. Ça va en créer un, ça va le mettre à jour, ce genre de choses. Donc du coup, voilà, si ici vous définissez votre route, et dans le contrôleur, vous définissez ce qu'il se passe réellement. Donc hein, on retrouve export.create, ça a exposé la méthode controller.create. Parce que votre contrôleur, c'est require de .thing.controller. Faut jamais mettre le .js à la fin, Node.js est capable de le découvrir par lui-même. Hein. Donc si on revient sur user, parce que là c'est intéressant, c'est que vous voyez hot, qui est récupéré le hot.service, qui est entièrement lié à Passport. D'ailleurs, il y a les définitions de Passport qui sont ici. Ça vous expose des fonctions is authenticated, par exemple. Donc ça c'est un truc JWT. On va pas trop s'y intéresser pour le moment. Vérifier si le mec a bien le rôle qui est requis, ce genre de choses. Et en fait, en gros, ce qui va se passer, c'est que quand vous mettez ça en deuxième paramètre, parce que vous avez ici, vous avez les slash, vous avez ce deuxième paramètre et ce troisième paramètre. Et en fait, les fonctions vont être exécutées dans l'ordre. Vous pourrez en mettre 5 si vous voulez. Donc ça passe dans hot.asRole de admin. Donc si on va voir le service hot de asRole de admin, donc s'il n'y a pas besoin de rôle, ça renvoie une... Alors, s'il n'y a rien qui est passé en paramètre, ça doit être 7. Bon, ça c'est au cas où il y a un problème interne. Donc, si le mec est authentifié, parce que déjà, s'il n'est pas authentifié, ça t'enverra chier, ça répondra faux, et du coup le mec pourra pas accéder, parce que s'il n'est pas authentifié, alors il n'a pas de rôle. Et ensuite, du coup, cette deuxième fonction est exécutée, et du coup, ça va chercher les rôles qui ont été définis dans la config, qu'on voit dans config.environnement. Donc si on remonte à notre config environnement index,
on devrait voir les rôles. Voilà les différents rôles disponibles. Et on récupère du coup l'index du rôle de l'utilisateur. Et si ils sont égaux à l'index du rôle requis, parce que oui, il y a un système d'index, ça c'est important, c'est uniquement parce qu'en fait, c'est l'ordre dans lequel... mais ça, on pourrait le changer si on le voulait. Hein. On pourrait mettre des sous-objets pour leur mettre des valeurs particulières. Mais c'est qu'en gros, l'admin a plus de droits que user, qui a plus de droits de guest, parce que le guest, son index c'est 0, lui c'est 1 et lui c'est 2. Vous voyez? Donc c'est celui qui a la plus haute valeur d'index qui a le plus de droits en fait. Donc en gros, si ça vient dire ici, si vous êtes du rôle admin et que le rôle requis c'est le rôle user, alors votre index est supérieur ou égal. Si vous avez le rôle guest et que le rôle requis c'est le rôle user, alors vous êtes inférieur ou égal et ça renverrait faux. Donc c'est important parce que si on mettait un égal ici, qu'est-ce qui se passerait? Bah, il y aurait que les users qui pourraient accéder au truc et uniquement ceux qui ont le rôle user. Donc le fait d'avoir cette hiérarchisation, ça permet quand même un minimum de gérer ça. Mais là, en l'occurrence, ça veut dire c'est parce qu'uniquement on n'a que 3 trucs. Si on voulait mettre 2 rôles qui seraient d'égal niveau, on va dire, bah, faudrait créer un sous-objet en fait. C'est-à-dire qu'ici, ce serait un sous-objet JavaScript avec, je sais pas moi, level par exemple égale 0, title égale guest par exemple. Ici on aurait level 100, ici on aurait level 500, ou je sais pas, on pourrait level 0, 1, 2, mais si on met 0, 1, 2, je veux dire l'index du tableau suffit déjà amplement. Donc ça, c'est bon à savoir où c'est, parce que si jamais un jour on veut modifier les rôles sur le site web, on saura que c'est cette ligne-là qu'il faut modifier pour vérifier les accès aux rôles et que c'est dans la configuration qu'il faut le changer. Voilà. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que voilà, si mec n'a pas le rôle d'admin, si cette fonction renvoie faux, alors celle-ci n'est jamais exécutée. D'accord ? Ça renvoie au client, erreur 401, vous n'avez pas le droit, quoi. Et le client, en l'occurrence, vous renvoie sur la page login, apparemment. Donc voilà les différentes routes. Donc bien entendu, nous allons créer des nouvelles routes. Donc c'est là où, je pense, dans le prochain épisode, il va falloir qu'on commence un petit peu à réfléchir sur ce qu'on veut faire, quels sont les services qu'on veut exposer, quelles sont les données qu'on veut sauvegarder, comment on va les afficher aux clients, ce genre de choses. Donc du coup, voilà, qui présente, je pense... Alors après, ces autres dossiers là, le end-to-end, les trucs comme ça, je vais pas vous les présenter parce que ça c'est juste pour faire les tests. On a regardé les composants, la config, l'authentification, les API disponibles, les vues disponibles. Pour moi, on a fait le tour. Il n'y a rien de besoin de plus. Alors, ouais, non, ça je vous le montrerai quand on commencera vraiment à coder. Donc du coup, on va s'arrêter là. Donc voilà, ça fait le tour des, du coup, 5 premiers épisodes de présentation des technologies, de l'architecture, de ce qu'on utilise, toutes ces choses-là. Donc du coup, à partir du prochain épisode, je vais programmer en tant que tel. Voilà, donc accrochez-vous. Je vais probablement uploader ces 5 premiers épisodes et mettre les épisodes de programmation plus tard, et du coup essayer de dégager du temps pour programmer en tant que tel. Voilà, merci à tous, je vous souhaite une très agréable journée. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu mieux réfléchir dans le détail à ce que je veux faire. Comme ça, au moins, je vais pas passer des heures devant en vidéo sur YouTube à réfléchir à ce que je vais faire, quoi. Voilà, donc je vais essayer de bien préparer le truc et après on va coder ensemble. Donc voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur JS Coding pour la suite de nos aventures informatiques. Salut à tous!